Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de la soirée sur les chaînes de la télé Centrafrique. À la une de cette édition, la dynamique de télé Centrafrique à avoir sur son plateau comme invité le leader du groupe armé de l'UPC, Ali Ndarassa, sur l'épineuse question de désarmement de ces éléments que d'autres rédactions n'ont pas eu l'opportunité. La particularité de ce genre journalistique est que cette question de désarmement alimente les colonnes des journaux tant publics que privés. Après 18 mois de mission en République centrafricaine, l'ambassadeur représentant de l'Union africaine auprès de la RCA est venu présenter ses civilités au chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Le diplomate africain s'est réjoui de la qualité de coopération avec les autorités du pays, tout en signifiant sa disponibilité à soutenir la République centrafricaine. Estelle Karine Mazmoko, reportage. J'étais là pour dire au revoir à son Excellence, le Président de la République, parce que je suis enfant de mon mandat, en tant qu'ambassadeur représentant de l'Union africaine. Donc, dans le système de remodélisation qu'il y a eu à partir du siège, ça veut dire Éthiopie, tous les représentants spéciaux de l'Union africaine ont cessé les mandats. Et donc, c'est pour cela que je pars, mais je suis là. J'ai senti une approche et j'ai été très très bien reçu pour le peuple à partir du gouvernement et les gens. Mes frères, mes sœurs centrafricaines m'ont bien traité et je me sens un petit centrafricain aussi. Quittons la présidence pour la primature où le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique, M. Antonio Edidio de Souza Santos, a été décoré ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa. La cérémonie s'est déroulée à la primature en présence de plusieurs personnalités conviées pour la circonstance presse de la primature. En fin de mission en République centrafricaine, le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, chef de mission de l'Union africaine pour la Centrafrique et l'Afrique centrale en poste à Bangui, M. Antonio Edidio de Souza Santos a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Cette distinction honorifique lui a été remise par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloa, en reconnaissance de son engagement pour le relèvement, la paix et le développement durable du pays. Durant cette période, nous avons traversé ensemble les nombreux défis, mais surtout, nous avons accompli de grandes choses avec l'appui des institutions nationales, des partenaires régionaux et internationaux et surtout avec le courage du peuple centrafricain. Nous avons pu consolider les fondements d'une paix durable. Je tiens à souligner les progrès accomplis dans la mise en œuvre intégrale de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, APPR-FCA, pierre angulaire de la stabilité retrouvée qui a permis la réduction significative des affrontements armés dans les plusieurs régions du pays, bien que des incidents isolés persistent. Je salue l'effort déployé par le gouvernement centrafricain en collaboration avec la région et les partenaires en vue de la mise en œuvre de l'APPR malgré les contribuantes, notamment le manque de ressources. Et je saisis l'occasion pour féliciter les autorités centrafricaines sur le leadership exemplaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour leur engagement et pour l'intensification des efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de l'accord dans la lettre et son esprit, les récents engagements en N'Djamena de certains groupes armés signataires APPR, en particulier les R3 et UPC, suivi de la réunion du 10 juillet 2025 ici à Bangui avec les leaders de ces deux groupes armés. Le renforcement du dialogue inclusif et de la cohésion nationale, le soutien constant à l'organisation des élections, les résultats remarquables dans le DDR et la réforme du secteur de sécurité malgré les contraintes financières et logistiques, la lève totale de l'embargo sur les armes qui était injustement imposé au pays, ainsi que sur les diamants et l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation font partie de certaines de nos réalisations communes. La Centrafrique, au cœur du continent, enseigne cette Afrique qui se relève fière et digne. Pour cela, certains défis restent à relever. Je vous renouvelle mes plus vivants remerciements, Monsieur le Premier ministre, et vous prie de transmettre toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vive la République centrafricaine, vive l'Union africaine, vive la solidarité africaine agissante. Kota Singela. Il est cependant important de rappeler que la mission de l'Union africaine pour la paix en RCA travaille en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain, la MINUSCA et bien d'autres partenaires pour la stabilisation et le développement de la République centrafricaine. Un autre fait de l'actualité nationale, la ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Lina Josiane Bemakasui, a reçu en audience ce matin la délégation de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Calixte Aristide Mbari en mission à Bangui. L'échange étant porté sur l'accompagnement de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVJRR en cette période où les victimes réclament réparation et la problématique développée par ces autorités. Matiterance Ngoy nous en dit plus. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, CVJRR, instaurée par la plus haute autorité de l'État après tant d'années de crise militaro-politique, peut désormais se voir tout proche de la population à travers des connaissances et échanges qu'elle pourrait capitaliser auprès des partenaires. Le cas présent de l'Union africaine qui, par le biais du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale dirigé par Lina Josiane Bemakasui, propose soutenir cette commission dans la mesure où elle prendrait son cahier de charge en main. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par Madame le ministre en charge des affaires humanitaires où sommes porteurs de messages de l'Union africaine, un message d'accompagnement, un message de soutien à la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a été mise en place récemment et qui a besoin d'être accompagnée. Le ministère de l'Action humanitaire étant le département de tutelle, il était donc important que nous puissions rencontrer Madame le ministre et échanger avec elle, présenter et réitérer la disponibilité de l'Union africaine à l'accompagner dans ses efforts, à accompagner la commission Vérité, Justice, Réconciliation pour que cette commission puisse véritablement faire son travail. Après des moments de difficulté, il est important qu'un pays se retrouve entre ses fils et ses filles pour penser leurs plaies, pour se réconcilier, pour se dire pardon et faire en sorte de continuer de vivre en harmonie, de vivre dans la paix. Et donc l'Union africaine a donc pour objectif d'accompagner les efforts des autorités à créer ces conditions
pour que la paix soit une réalité dans un pays. Vous savez, il n'y a rien qui vaut plus que la paix. Lorsqu'il y a la paix dans un pays, eh bien, vous avez la possibilité de créer les conditions d'un développement réel, de plein épanouissement de la population. Et donc, voilà le message de l'Union africaine. Et nous avons été reçus par Madame le ministre qui a partagé avec nous tout ce qui a été fait à ce jour, tous les efforts qui seront déployés dans un avenir proche afin de créer les conditions, aussi bien sur le plan de la légalité que sur le plan de la fonctionnalité de cette commission, pour qu'elle puisse véritablement jouer le rôle qui lui est dévolu pour créer les conditions d'une véritable réconciliation entre les fils et les filles de la République centrafricaine. Débordée d'énergie à pouvoir bien mener ce combat, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVJRR serait en mesure de travailler pour sa cible. Ouverture ce mardi à l'hôtel Ubongi d'un atelier de validation des textes encadrant le secteur de l'économie numérique en République centrafricaine, une initiative du cabinet Erdamis Consulting dirigé par les nationaux en partenariat avec le ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications. On en parle avec Rodrigue Feitem. La Centrafrique, par le biais des entreprises nationales dirigées par les dignes fils et filles du pays, peut désormais aspirer à un développement rapide, durable en ce qui concerne l'économie numérique, dont le cabinet Erdamis Consulting fait preuve ce jour-ci en présence des partenaires et groupes intervenants dans ce domaine. Il y a un atelier de prévalidation de projets de texte. Et ce sont des projets de texte concernant l'économie numérique, les postes et télécommunications. Pendant très longtemps, les textes ont été vides sur l'avancée technologique et sur les télécommunications, et même sur les avancées postales d'ailleurs. Raison pour laquelle le ministère de l'économie numérique a suscité à travers l'appui de la Banque mondiale, OGP GNSP, notre cabinet, le cabinet Erdamis Consulting ainsi que IP3 Conseil, pour les aider dans l'amélioration de ces projets de texte de loi. Par conséquent, une mesure d'accompagnement est nécessaire permettant de booster les jeunes entrepreneurs œuvrant dans le domaine de la télécommunication. Si tu vas toucher ma cible, nous allons d'abord commencer par définir quelle est cette cible en question. Ma cible est le pays tout entier. Ma cible est le Centrafricain. Ma cible est la Centrafrique. Ma cible est l'évolution de la RCA. Comme disait Kennedy, commençons à nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays. Et aujourd'hui, je suis dans cette politique d'appuyer, d'apporter ma pierre à l'édifice pour le relèvement durable de la RCA. Mais fort est de constater que beaucoup méconnaissent cette valeur développée par les Centrafricains eux-mêmes, conscients de voir le secteur de l'économie numérique s'émanciper. Et puis l'Agence nationale de radioprotection ANR, en partenariat avec les Médecins sans frontières MSF, a organisé un atelier de formation en radioprotection en ce lundi dans la salle de conférence du laboratoire national à l'intention du personnel des MSF. L'inspectrice centrale des mines et géologie Annie Ngonjo qui a lancé les travaux de cette formation. Le point avec Max Fekele. L'objectif assigné de cette formation, c'est l'application des principes fondamentaux en radioprotection et mettre en œuvre pour minimiser les risques d'exposition réellement d'ionisants et d'être capable d'assurer pleinement la fonction des personnes compétentes en radioprotection au milieu médical pour l'ONG MSF. Dans son allocution, la représentante du ministre des Mines et de la Géologie, Annie Ngonzo, a souligné que l'utilisation des appareils émetteurs source de rayonnement ionisant à des fins médicales a démontré depuis longtemps. Sans frontières soutient des structures du ministère de la Santé, entre autres à Bangassou, Batangafo, Bria, Bassangoa, Carnot. Et dans toutes ces structures, en fait, nous avons des techniciens de radiologie et nous avons des techniciens qui sont opérationnels. C'est pour cela que Médecins sans frontières a eu cette idée de faire former ces techniciens. Et surtout que nous avons des référents techniques aussi au niveau biomédical qui avaient visité la mission, visité le Médecins sans frontières
frontières et ils ont motivé à ce que nous faisions participer nos agents dans ces formations parce que ces formations étaient présentes. Donc nous avons contacté l'ANR et qui nous a suggéré aussi ce genre de formation. C'est pour cela que nous avons souhaité que les formations soient faites plus officiellement par l'ANR. Ces avantages, que ce soit dans les domaines diagnostiques avec la radiologie conventionnelle. La radioprotection, c'est des mesures qu'il faut prendre pour protéger le public, les patients, les travailleurs et l'environnement contre les dangers néfastes des rayonnements ionisants. Vous avez reçu des doses où vous ne savez pas, il y a des effets déterministes et il y a des effets stochastiques. Les effets déterministes, c'est lorsque vous avez reçu les doses, vous allez voir les manifestations sur vous. Mais les effets stochastiques, c'est lorsque les doses sont stockées dans votre organisme et ça c'est à long terme. Pour protéger les personnes contre ces dangers, nous devons former beaucoup de personnel médical et sensibiliser la population pour qu'ils puissent prendre des dispositions par rapport à ces risques. On utilise la radio, les scanners, parfois on fait la radiothérapie. Comme vous voyez, il y a des murs qu'il faut plomber, donc on met des plomb sur des murs pour empêcher les rayonnements diffusés. Les travailleurs doivent se mettre en tablier, des lunettes, des caches thyroïdes, des caches gonades pour se protéger. Ça, c'est dans le cadre de protection des travailleurs. Mais dans le cadre de protection du public, il faut que le mur soit bien blindé. À ce moment-là, les rayonnements diffusés ne peuvent pas atteindre le public. Notons que cette formation en radioprotection prendra fin le 25 juillet de ce mois. C'est bon déjà? Suite à la reprise hier des épreuves du baccalauréat session de juin 2025 au centre numéro 1 lycée technique et le centre numéro 2 école Asana, certaines organisations des femmes souhaiteraient un report de 3 mois. Ce que conteste la présidente de l'OFCA et celle du centre numéro 2 Asana qui, d'après elle, les épreuves se sont bien déroulées. Peggy, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces épreuves? Suite au drame qui s'est produit le 25 juin 2025 au lycée Barthélemy Bokanda de Bangui lors des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 ayant entraîné des pertes en vies humaines, c'est hier lundi 14 juillet 2025 que plus de 5300 candidats ont affronté les épreuves écrites dans les centres d'examen numéro 1 au lycée technique et centre numéro 2 école Asana. Bien que ces épreuves se sont bien déroulées, au vu de quelques organisations et compatriotes, ces examens devraient être repoussés au moins 3 mois. Face à cette interrogation, la présidente du centre numéro 2 de l'école Asana revient sur les circonstances de cet événement et rassure la population que les épreuves se sont bien déroulées. Moi, je suis au centre numéro 2, le bâtiment qui se trouve derrière le bâtiment principal. Quand l'événement s'était produit, j'ai instruit mes surveillants de ne pas laisser les enfants sortir. Les enfants sont restés dans les salles de classe, sauf que seulement les candidats qui ont essayé de forcer les fenêtres, les portes pour sortir, ceux-là qui ont subi des fractures ou bien des chocs. Mais sauf que dans mon centre, je peux le dire, qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de mort. En raison de notre sécurité, on nous a déportés au cabinet pour une réunion de crise pour voir les dispositions, ce qu'on pourra faire par rapport aux épreuves restantes. Dans le centre délocalisé à l'école Asana, transféré vers le lycée Marie-Jeanne Caron, les enfants étaient venus massivement. Les surveillants étaient là, les membres du secrétariat aussi étaient là. Quasi-totalité des candidats se sont présentés. Ils étaient là, sauf qu'il y a quelques cas et pris par des émotions, les candidats qui ont piqué des crises. Certains sont transférés, une dizaine qui sont transférés à l'hôpital et un cas qui a subi du traumatisme qu'on l'a transféré au niveau du centre psychiatrique. Donc tout est passé, je peux dire que c'était bien passé et on a fini les 2 épreuves restantes là. On a démarré à 7h30 pour finir à 17h. Et on était obligé de passer de salle en salle pour conscientiser les élèves qui sont émotifs. Et peu après, les élèves ont repris conscience et ils ont travaillé
dans le calme et puis tout s'est bien passé. Quant à la présidente de l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA, elle lance un vibrant appel à l'endroit des différentes organisations féminines d'appuyer le gouvernement pour la bonne marche de ces examens. Notre rôle en tant qu'organisation des femmes n'est pas de s'opposer aux actions du gouvernement, c'est de conseiller, de contribuer pour qu'il y ait bonne marche. Parce qu'il y a eu drame au lycée Boganda. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est s'approcher du gouvernement ou s'approcher des partenaires pour qu'ils puissent nous aider en fait qu'on puisse sensibiliser les enfants. Sensibiliser les enfants quand il y a ce genre de choses pendant les examens, comment ils doivent faire pour ne pas se précipiter, pour ne pas qu'il y ait vraiment des perturbations ça et là. Nous avons vu, parce que les enfants étaient paniqués, ils ne savaient pas. Si on les a montré que quand il y a des choses comme ça, ils devaient rester sur place et sortir doucement. Il ne devait pas y avoir bousculade. Voilà ce que nous devons faire. Le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Combé-Zingas, a apprécié à sa juste valeur le bon déroulement de ces épreuves. J'ai demandé à parler, c'est pour apprécier à sa juste valeur le bon déroulement des épreuves restantes qui sont les mathématiques et l'histoire-géographie. Pour des centres, l'effectif total nous donnait un chiffre de 5300 candidats. Et si nous avons une dizaine qui n'avaient pas pu se contenir pour affronter ces épreuves, qu'est-ce que nous pouvons dire? Peut-être que c'est la volonté de Dieu, c'est un examen. Il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, donner la chance à tout le monde. S'il ne peut pas être évalué, ceux-là attendront l'année prochaine. Ça va? Alors les enfants, les amis, à 4 En volet nécrologique, la presse centrafricaine a rendu dernier hommage ce 15 juillet au regretté Priva Elieter Wambombo, caméraman à la direction générale de la télévision centrafricaine au cours d'une cérémonie des obsèques au quartier Pétenin dans le 6e arrondissement en présence du ministre de la Communication Maxime Palalou, les professionnels des médias publics et privés ainsi que les parents. Junior Maliavo, reportage. La mort est impitoyable et n'échappe personne. Ce matin, les autorités publiques, les professionnels des médias, parents, amis et connaissances ont pris d'assaut le terrain de tremplin pour rendre un dernier hommage au défunt Priva Elieter Wambombo, caméraman à la direction générale de la télévision centrafricaine. La présence de ces personnalités lors de cette cérémonie témoigne l'amour et l'amitié que le défunt avait à l'égard de tous, de son vivant, qui est celui que nous pleurons aujourd'hui. Né le 25 juin 1974 à Mbaïki dans la Lobaye, de feu Wambombo David et de Madame Wambombo Francine encore en vie. Regretté Priva Elieter Wambombo débutera sa scolarité primaire de CI à CM2 à l'école Fatima Garçon. De 6e à 3e au lycée Fatima pour la poursuite au second cycle en terminale au lycée Bobongo de Bangui. Priva obtient successivement le certificat d'études primaires élémentaires CP, le brevet de collège du premier cycle BC et le baccalauréat de l'enseignement général série A. Elieter se présenta au ministère de la Communication et des Médias et fut intégré dans la fonction publique centrafricaine par l'arrêté numéro 288 MFPTSSI PJ par DICAP par DGFP par DGPE par SGPE du 6 avril 2010 en qualité de rédacteur auxiliaire et agent technique de production. Ses talents, ses prestations et son pragmatisme furent très tôt détectés par les responsables. C'est ainsi qu'ils firent de lui un professionnel des médias.
le feu privat héritier Wambobo laisse derrière lui 2 filles et un petit-fils. Grâce à sa détermination et son courage, le défunt est un homme qui est apprécié par ses collaborateurs dans l'exercice de son travail. Abordons le dossier invité du journal. L'invité du journal de cette soirée est Monsieur Ali Ndarassa, leader du groupe armé de l'UPC. Il répond ici aux interrogations de notre confrère Bienvenu Pissayo au sujet des opérations de désarmement de ces éléments le vendredi dernier dans la commune de Maloun, dans la préfecture de la Ouaka. Voici un extrait de leur entretien. Quant à moi, je vous dis au revoir, à demain. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision centrafricaine, si vous le suivez un peu partout dans les 4 points cardinaux de la planète, à partir de bouquets satellitaires, Canal+, ou d'autres supports de diffusion, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette rubrique invité du journal. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, sinon l'honneur de recevoir M. Ali Ndarassa, leader charismatique de l'UPC, avec qui nous allons pouvoir nous entretenir sur toutes les questions liées aux opérations de désarmement, réinsertion et rapatriement DDRF qui s'est déroulé cette semaine dans la la commune de Maloum, l'une des communes de la préfecture de la Ouaka. Vous conviendrez avec moi qu'au mois d'avril dernier, ce leader, avec la complicité du gouvernement et avec des engagements pris entre les deux parties, ont signé un accord de paix définitif en République centrafricaine, à N'Djamena, capitale tchadienne. Et cela s'est matérialisé, pour vous qui avez suivi l'actualité cette semaine, par la restitution volontaire devant la communauté nationale et internationale, ceci dans les locaux de la cité des chefs d'État à Bangui, en présence du président de la République, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra. Monsieur Ali Ndarassa, leader de l'UPC, merci de nous recevoir et d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Alors, les opérations de désarmement, selon votre engagement avec le concours du gouvernement, s'est bien déroulé, a eu un succès, un écho favorable à Maloum dans la préfecture de la Ouaka. Quel sentiment éprouvez-vous après la réussite de ces opérations? Pour moi, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Le désarmement à Maloum a été un succès pour tout le monde. Nos éléments ont répondu présents et ils ont prouvé qu'ils sont loyalistes à leur chef. D'accord. Au lendemain des opérations, qu'est-ce que le peuple centrafricain veut savoir en termes de statistiques? Combien d'éléments est-ce que vous avez désarmés en ce moment? Combien il en reste? Et quelles seront les prochaines étapes? Oui. Pour le moment, il y a beaucoup qui sont désarmés et beaucoup qui restent encore à être désarmés. L'opération continue au fur et à mesure. Oui. D'accord. Dernière question, avant de se séparer, quelle sera désormais votre part de contribution aux côtés du gouvernement centrafricain pour maintenir la paix et la stabilité, dont vous avez également été l'une des pièces maîtresses pour la stabilisation en Centrafrique? Nous ferons tout ce que nous avons promis au peuple à travers cet accord de paix. À Maloum, nous avons désarmé le combattant. Il reste à désarmer environ beaucoup de combattants dans tout le pays. Nous sommes engagés, contribuer par tous les moyens légaux à ramener la paix et la quiétude, la sécurité dans tout le pays. Alors dites-nous, d'autres factions rebelles n'ont pas encore intégré le processus de DDR, encore moins rappeler leur engagement dans le processus de l'APPR signé à Khartoum et puis signé à Bangui. Alors est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autres factions rebelles pour vous emboîter les pas?
Nous on lance un appel, tout le monde de revenir dans la République. Tous les restes des groupes armés vont revenir et ils vont être désarmés. Donc tout le monde est prêt à revenir dans l'accord pour la paix. Toute l'équipe de la radio et la télévision par ma voix vous remercie, surtout de votre disponibilité et de votre accueil chaleureux à répondre à nos interrogations. Merci. Nous aussi on vous remercie beaucoup pour nous donner l'occasion de s'exprimer devant le peuple pour que le peuple soit informé. Nous sommes là pour la paix et nous voulons la paix. Merci beaucoup.